Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, c'est un nouveau duo, le premier duo de l'année, si ce n'est le duo du 100e épisode qui était tout particulier. Je reprends le fil normal de mes duos du bon côté du micro. Et mon tout premier invité du coup de janvier est un invité particulier. Il se peut que je chiale encore pendant cet épisode, mais vous avez l'habitude. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir mon grand-père. Bonjour Papé. Bonjour Lucille. Comment tu vas? Ça va. Ça va? Super. Je reprends contact avec la vie. Oui. On va pleurer. On va pleurer tous les deux. Merci beaucoup Papé d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi, de partager ce moment-là avec moi parce que tu es important dans ma vie et qu'il y a beaucoup de choses que je fais dans mon travail, dans mon quotidien qui découlent de tellement de choses que avec Mamé, vous m'avez transmis. Donc je suis hyper émue de t'avoir là et que tu acceptes de te prêter à mon jeu de questions. J'essaierai d'être... Je serai honnête déjà, c'est Oui, sûr. bah voilà, Bon. donc ce sera très bien. Ici, on est authentique, on est nature peinture, on pleure, on rit, on bafouille. Je fais pas de montage, vous le savez à force, parce que tout ça, ça fait partie de la vie. Donc je vais commencer par les petites questions de base, juste pour détendre un peu l'atmosphère et pour te situer. Est-ce que tu peux nous dire ton âge, ta ville, la profession qui était la tienne et ton petit cocon familial, ta petite famille? Alors ça, il va falloir du temps parce que c'est une grande famille. Mon âge, je viens d'avoir 89 ans. Je suis rentré dans ma 90e année depuis quelques jours. Mon travail, à la fin de ma carrière, j'étais ingénieur à France Télécom, où j'ai fait plein de choses. Pour finir, j'ai été chef du département formation, donc j'ai assuré un certain nombre de fonctions là-bas. Et après avoir quitté les laboratoires, parce que pour moi, à partir de 45 ans, j'estimais que j'étais trop vieux et que pour faire de la recherche d'avant-garde, il fallait des jeunes. Donc j'ai orienté ma carrière vers autre chose, de l'accompagnement, de la formation. Voilà. Ok. Et du coup, où est-ce que tu habites? Alors j'habite à Lannion, sous-préfecture des Côtes-d'Armor, Ouais. qui est depuis tout le temps la capitale des télécommunications modernes, où ça a démarré par l'antenne de réception satellite qui a permis les communications en direct par satellite avec l'Amérique. Et disons que cette vieille chose est restée et est devenue un véritable musée qui est intéressant à regarder parce que ça remet bien en tête l'histoire et l'évolution des télécommunications modernes. Ouais, c'est clair. C'est à Plumeur-Baudou, là, ce musée. C'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est vrai que Lannion, c'est ce pôle où il y avait le CNET, France Télécom, Orange, Alcatel. Il y a eu tous les noms possibles et C'est après, imaginables. ça. Mais c'est vrai que tout ça a été à Lannion, ouais. En fait, Lannion, disons que ça a été le berceau de toutes les télécommunications modernes, que ce soit les lignes de communication, qui était un service un peu particulier de France Télécom, et la commutation, qui est le central téléphonique, donc numérique. On est passé d'une communication chez le client à une communication par fil, à la première étape, 32 communications au lieu d'une, donc ce qui a permis de parler plus facilement au téléphone que de parler du téléphone. Super. On aura l'occasion de revenir un peu sur tout ça au fil des questions. Et du coup, alors ta famille est composée comment? Alors, ma famille est composée
était composée de ma chère épouse qui malheureusement m'a quitté. Et autrement, j'ai eu la chance d'avoir une famille extraordinaire. J'ai eu 4 enfants formidables, 9 petits-enfants Tout aussi formidable, évidemment. extraordinaires. Et ça continue parce que mes arrière-petits-enfants me semblent aussi tout à fait extraordinaires. Ce qui me permet d'avoir une vie pas trop malheureuse malgré la disparition de mon épouse. Ouais. On est tous, les gens qui écoutent le podcast, qui suivent, ont suivi tout ça, puisque ça fait partie de ma vie, donc c'est des choses que j'ai beaucoup racontées. Donc ils savent à quel point cette chère mamée a compté. Elle s'appelait Marie. Et tu t'appelles Michel d'ailleurs, parce que je t'ai présenté comme mon grand-père et papé, mais qu'on te nomme quand même. Donc Michel. Oui. Michel et Mimi, c'était son surnom. Et ouais, c'est vrai vous êtes très présent dans nos vies et c'est pour ça que je suis aussi contente de t'avoir. Et c'est vrai qu'on est une grande famille très unie et c'est vrai que c'est chouette. Ouais. Alors, merci. Et puis, je vais te présenter rapidement avec 2-3 points de ton thème astrologique comme je fais toujours. Et puis, au fil de la discussion, parfois, je viendrai faire des petits points pour dire tiens, ça c'est typiquement ton soleil ou ta lune. Bon, je t'apprendrai pas grand-chose puisque tu as commencé à mettre le nez dans l'astrologie bien avant moi. Donc, pour ceux qui ont l'oreille un peu astrologique et qui ont envie d'apprendre ce que ça peut donner concrètement. Donc, tu es Sagittaire, ascendant Scorpion, avec ta lune en Cancer et ton chemin de vie part du Gémeaux vers le Sagittaire, ce qui, petit clin d'œil, est exactement l'inverse de moi. Moi, j'ai mon karma ou mon nœud sud en Sagittaire et mon dharma ou mon nœud nord en Gémeaux. Et donc, toi, tu fais l'inverse. Toi, tu quittes l'ombre du Gémeaux pour aller vers la lumière du Sagittaire. Et moi, je quitte l'ombre du Sagittaire pour aller vers la lumière du Gémeaux. Donc, à mi-chemin, on se croise. Oui, et puis le Cancer, parce que c'est la famille, ça a été très très important pour moi. Oui, toi, c'est ça. La lune est à domicile, comme on dit, en Cancer, parce que la lune est le maître du Cancer. Et le Cancer et la lune parlent tous les deux de cette intimité familiale, et où c'est effectivement comme ça que tu aimes prendre soin. C'est comme ça qu'on l'a vécu avec ma chérie. Ouais, c'est vrai. On voit bien toute l'importance de la famille avec cette lune en Cancer et de prendre soin les uns des autres, effectivement. Est-ce que tu peux te présenter à travers l'objet que tu as choisi ? Oui, alors l'objet que j'ai choisi, c'est un livre. Ça a été pour moi une étape très très importante parce que c'était, je dois l'avouer très honnêtement, je suis chrétien, c'est-à-dire que je crois, Jésus-Christ pour moi c'est une figure très très importante, malheureusement qui a été dévoyée beaucoup par le catholicisme et je ne me sentais pas bien dans cet univers. Et j'étais amené à m'intéresser parce que je faisais ce que je lisais, mais déjà l'astrologie, enfin des choses comme ça qui ont été un petit peu des révélateurs. J'ai été intéressé un jour par un livre de Tuesday Lobsang Rampa, qui est un Tibétain. Et disons que le titre du livre m'a particulièrement s'est imposé à moi, c'est Le Troisième œil. Et ce livre, je l'avais acheté avec une façon que j'ai toujours d'acheter des livres qui sont un peu particuliers. Je prends le livre, je le mets dans ma main, je mets 2 pouces, je l'ouvre et je regarde où mes 2 pouces ont ouvert le livre, où ça me plaît, où ça ne me plaît pas. Et celui-ci, j'ai tout de suite accroché sur ce livre. Je l'ai emmené en vacances, on partait en vacances. C'était quand ? Tu te souviens ? C'était l'année du décès du père de Mimi. Ok. Donc elle était très particulièrement disposée aussi parce qu'elle avait la douleur de perdre son papa. Et comme elle était quand même d'une famille très catholique, et qu'à l'époque, dans ce catholicisme, il y avait encore les notions de paradis, d'enfer et de purgatoire. Et donc, sans qu'elle soit véritablement dans cette optique, mais disons que malgré tout, il y a toujours, quand on a une éducation
depuis l'enfance avec ça, il ressort toujours quelque chose que l'on garde dans un coin de sa tête. Et je lui ai montré ce livre, et puis je lui ai dit, ben écoute, je le lirai, il faudra que tu le lises aussi, mais de toute façon, je t'en parlerai. On était parti en vacances à Quiberon. Ce livre, je l'ai dévoré, il a été très vite lu. On en a beaucoup parlé, et je crois que ça a orienté ma vie actuelle. Ça a été à partir de ce livre que on a véritablement tourné la page, et que je reste toujours chrétien, parce que je trouve que Jésus-Christ, il a apporté tellement de messages qu'on ne trouve plus beaucoup. Heureusement, par contre, qu'il avait fait un certain nombre de propos qui n'étaient pas jugés comme dangereux par les catholiques, qui n'ont pas été modifiés. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pu continuer à faire un certain nombre de choses qui étaient en accord avec mon ancienne vie. Tes anciennes croyances. Mes anciennes croyances. Okay, mais bien sûr, finalement, tu as trouvé ta propre spiritualité. Moi, c'est ce que je trouve la différence entre une religion et la spiritualité. Et parfois, la spiritualité, c'est d'avoir une religion. Mais la spiritualité, ça peut aussi être un espèce de mélange de différentes choses auxquelles on croit et finalement de se faire un petit peu ses propres croyances. Je dirais même plus. À partir de ce moment-là, c'est une philosophie qui a changé. Oui, tu as changé de regard finalement. J'ai changé de regard. Et depuis, on a fait plein de choses avec ma chérie. On a fait notamment les chemins de Compostelle, le chemin de Stevenson, enfin bon. Et c'était des périodes, disons que le chemin de Compostelle, c'était quelque chose, pour moi, ça n'était pas religieux, c'était simplement philosophique. Et en plus, c'était l'occasion de se retrouver seul, puisque quand tu marches, on est seul, même si on est à deux, on est seul quand même. Et ça permettait en marchant de beaucoup méditer. C'est très initiatique, les grandes marches. Et pour moi, ça a été une initiation, et ça a été, disons, une marche de révélation, en fait. Je le ferai un jour, ça. J'ai toujours dit que j'aimerais bien. C'est certainement une des choses les plus importantes que l'on ait faites tous les deux. Beaucoup plus importante que le chemin de Stevenson, qui n'a été que là, par contre, un parcours amusant, puisqu'on suivait le chemin que Stevenson avait fait avec Sonan. Alors, comme j'ai dit un jour en plaisantant à ma chère femme, je lui ai dit, toi, tu as la chance d'avoir fait avec un âne. Avec un âne, ce qu'elle m'avait. Vraiment, c'est ça, comme à l'origine. Alors que moi, je l'ai fait sans âne. Tu incarnais l'âne. Voilà. Ça, c'est le fait que tu dises que tu es un âne. Je fais un petit clin d'œil sur ton karma de Gémeaux, où une des souffrances ou un des travers, on va dire, quand on incarne un Gémeaux, c'est de se prendre pour un âne. C'est de dénigrer souvent son intellect, puisque le Gémeaux est relié à la communication, à l'apprentissage. Et pour bien te connaître quand même, tu te dévalorises beaucoup sur ton intellect, sur ce que tu sais, sur ce que tu apprends. Et toujours ce petit... J'ai eu un bon initiateur. Et oui, bah oui. Mais je pense que c'est indispensable. En fait, je crois que y a une femme que j'aime beaucoup, c'est Natacha Calestreme, et je trouve qu'elle a un propos qui me plaît beaucoup. Quand elle dit que les épreuves sont des cadeaux mal emballés. Et je crois que depuis ma naissance, j'ai eu beaucoup de cadeaux, très mal emballés, mais j'ai réussi à le déballer et à trouver le cadeau qui était dedans quand même. Mais effectivement, entre ton ascendant Scorpion, et je ne l'ai pas dit au début, mais tu as aussi un point douloureux dans le Scorpion. Donc forcément, quand on voit ça dans un thème, on sait d'avance que s'il y a eu des cadeaux, ils ont été très mal emballés. Oui. Effectivement. Mais disons que j'ai réussi à les déballer, c'est le principal. Oui, mais par contre, j'ai conservé toujours cette attitude, parce que c'est en fait plus une attitude qu'autre chose peut-être, mais de me considérer comme quelqu'un d'inintéressant, sans importance en fait. Ouais, c'est vraiment typique du karma de Gémeaux. Et en fait, j'ai toujours été surpris quand je découvrais que des gens s'intéressaient à ce que je faisais, mais je me suis dit... Oui, et même te trouvaient brillant. Hein.
Je sais que tu vas pas le dire toi, Non, non. mais tu sais que c'est vrai quand même, même si toi tu n'y crois pas, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont trouvé brillant. En même temps, le Sagittaire, c'est à la fois ton soleil et le nord de ta boussole. Il y a aussi ton Mercure qui est en Sagittaire, et Mercure, c'est la planète justement, c'est le maître du Gémeaux et de la Vierge, mais pour le côté, je dis Gémeaux, pour le côté justement apprentissage, l'intelligence, enfin la réflexion, etc. Et le Sagittaire, c'est quand même le signe, pour moi, le plus intelligent. C'est vraiment le signe qui porte le côté intellectuel, avec tout cet enjeu de philosophe, de s'intéresser aux religions, mais presque d'une manière théologique, tu vois, philosophique, quelque chose de très intellectuel, où il y a vraiment une quête chez le Sagittaire de sens, de comprendre l'humain, de comprendre aussi ce qu'il y a de plus grand que l'humain, et tu incarnes tout ça très bien, même si tu as l'humilité. C'est toujours quelque chose que j'ai essayé de faire, Oui. effectivement. Oui, Et c'est toujours en fait, ça a été pour moi un guide. Et d'ailleurs, c'est une chance parce que je pense que je ne serais certainement pas ce que je suis devenu si je n'avais pas eu cette envie de connaître le monde, mon monde en fait. Oui, c'est ça. Parce que c'est le mien. C'est ça, c'est qu'en fait, toi, tu as ton ascendant en Scorpion et ton soleil en Sagittaire, et le Sagittaire arrive juste après le Scorpion. Et dans l'histoire du zodiaque, le Scorpion, c'est le premier signe qui commence à sentir qu'il y a quelque chose d'autre que la matière. Il commence à sentir qu'il y a de l'impalpable. Et en fait, le Scorpion, il va chercher dans ses profondeurs, il va chercher dans ses eaux troubles, il va se perdre un peu dans ses eaux troubles. Et le Sagittaire arrive derrière et il reprend cette quête. Et le Sagittaire, lui, il va pousser cette quête vers l'extérieur. Et du coup, tu as ton ascendant et ton soleil qui se suivent. Et du coup, c'est comme si ta motivation première, ton ascendant, c'est d'aller creuser dans les profondeurs, d'aller comprendre le côté psychique, psychologique, les eaux troubles. Et en même temps, derrière, ton soleil qui est beaucoup plus dans cette énergie de feu, dans cette lumière du Sagittaire, qui lui a des grandes envies... comme j'ai pu expliquer dans la newsletter que j'avais pu faire sur le Sagittaire, où il y a vraiment ce côté centaure, avec le corps de cheval, qui galope et qui a besoin de découvrir des grands espaces, de découvrir le monde, et qui se pose des questions sur le monde. Et donc, tu portes à la fois la quête intérieure profonde avec ton ascendant Scorpion, et en même temps, tu as la quête qui te pousse vers l'extérieur, et finalement, dans un sens ou dans l'autre, tu te cherches un peu et tu cherches des réponses. Alors, par contre, le Scorpion, c'est un peu difficile parce qu'il y a 3 états dans le Scorpion. Hein. Il y a l'état suicidaire, Ouais. le Scorpion. Il peut être très autodestructeur. Ouais. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres. Oui. Et il y a le serpent, le cercle infini, sans là. fin. Ouais. Oui, c'est une boucle. Hein, moi, je dis souvent, c'est vie, mort, renaissance, en fait, le Scorpion. Bah oui. Il y a des enjeux de vie, il y a des enjeux de mort, et il y a des enjeux de renaissance. On arrive à bien vivre son Scorpion si on fait comme le fait le Sagittaire, le Sagittaire, non, comme le fait pas le Scorpion, mais le Phénix. Il faut détruire le vieil homme qui est en toi pour pouvoir renaître. Oui. Et à mon avis, c'est quelque chose qui m'a été assez difficile à faire quand même. Je pense ne pas être le seul, de toute façon. C'est dur, hein, et j'en sais quelque chose. Moi, je suis moi-même très fournie en Scorpion. Je suis ascendant Scorpion, ma Lune est en Scorpion, Mars, Pluton et Saturne sont en Scorpion. Donc, Scorpion represent. Il est bien chargé. Oui. Il est bien chargé. Donc, je suis moi aussi... je me sens en perpétuelle mue, en fait, et où vraiment il y a des pans de moi qui, à certains moments de ma vie, meurent. Ouais. Et avec des pans de moi qui renaissent. C'est normal, c'est typique du Scorpion. Oui, c'est très scorpionesque. Et ça prouve que tu vis bien ton Scorpion. Je prends le compliment. Même si on le prend dans la tête de temps en temps, mais quand on en est sorti, on est content. C'est ça. C'est l'énergie typique des thérapeutes, en fait. C'est de ce côté d'aller trouver la lumière dans l'ombre. C'est un alchimiste, le Scorpion, en fait. Mais oui, exactement. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre un peu la découverte de qui tu es à travers un portrait chinois. Donc, parfois, il y a des choses où ce sera assez facile de t'identifier. Et puis, parfois, ça se transforme un peu en Madeleine de Proust. Parfois, c'est des choses qu'on a aimées, qui nous viennent. Peu importe, il n'y a pas de bonne réponse. C'est juste, comme je dis toujours, c'est un prétexte pour qu'on discute. Donc, pas de pression. Papé, si tu étais une saison, tu serais laquelle ? Si j'étais quoi ? Une saison.
Je pense que je serai l'automne. Ouais. Il faut dire pourquoi aussi? Bah ouais, qu'est-ce qui te... Ben, l'automne, parce que pour moi, on a traversé quelque chose qui pour moi ne peut pas être maîtrisé. C'est la chaleur, c'est le soleil, c'est tout. Et la nature qui est comme elle est, quoi. Alors que l'automne, c'est justement tout à fait scorpion. C'est-à-dire que la nature meurt, en quelque sorte, Oui, tout au moins se une transforme. partie meurt. Mais par contre, cette transformation est belle. Je trouve que l'automne est magnifique avec les couleurs, avec tout ce mélange de climat est beau et moins beau. Et je trouve que ça va bien avec la vie, parce que la vie est faite d'une succession de choses belles, moins belles, mais toujours avec une beauté quand même qu'il faut savoir découvrir. Mm. C'est très beau comme tu décris ça. Tu me ferais presque aimer l'automne. Si t'étais une odeur, Ah, une odeur. Bah, c'est une odeur des champignons. ah ouais, oh, ça me fait Des tellement penser à champignons. toi. Parce que je trouve qu'il y a un tel nombre d'odeurs dans les champignons. Et comme j'aime beaucoup les champignons, Ouais. donc c'est une odeur qui me plaît bien. Ah, t'as à peine dit ça, je me suis téléportée dans le temps et dans l'espace, dans la forêt de Béfou, où gamin, on a passé des dimanches entiers avec vous et maman et les cousins quand ils étaient par là, à aller ramasser des champignons, faire des cabanes dans les arbres. Et effectivement, là, Ouais. ouais, les champignons, effectivement. Si t'étais un animal, Alors, je ne vais pas dire mon animal chinois parce que ça pourrait être, pour certains, ça serait certainement pas bien. bah on s'en fiche. Disons que comme animal, je serais plutôt un chien. Ok, pourquoi? Parce qu'un chien, c'est indépendant mais fidèle. Très bien. Si t'étais un mot, Un mot. Ben, je pense que ce serait amour. ah, je le savais. Je l'ai entendu Mais avant que tu amour le avec dises. un grand A. Ouais, je l'ai entendu dans ta tête. Mon papé. Disons que c'est le mot que j'ai eu la chance de découvrir avec mon épouse et vraiment, et maintenant toute la famille. Je pense que ça va bien. C'est Mm, quelque chose qui me, qui me marque profondément. mm. Ouais, je trouve aussi. Ça m'émeut beaucoup. Si t'étais un film, Ah, un film. Alors j'ai essayé, c'est surtout dans les très vieux films. Alors c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais au collège, j'étais peut-être en quatrième, donc tu vois c'est très vieux. C'était Monsieur Fabre, c'était sur la nature et les animaux. C'est quelque chose qui m'a, disons, ça m'a ouvert sur le côté scientifique alors que je n'avais pas du tout à l'époque. ok. Ah, c'était en mode un peu reportage du coup pour que tu dises Ben, scientifique. c'était un film, mais c'était un film sur un grand, parce que Monsieur Fabre, ça a été un grand homme de la nature, et qui a donné des descriptions qui m'ont un peu bouleversé à ce moment-là, et qui m'ont fait découvrir un côté de moi-même que je ne connaissais pas. Ok, c'est venu allumer quelque chose quoi. Voilà. Ok. Si t'étais un jeu d'enfant, Un jeu d'enfant. Là, faut que je trouve quelque chose de très honnête en plus, parce que je pourrais te tenter de donner un truc, mais qui ne serait pas vraiment le mien. Euh, je pense que ce serait un jeu de découverte quand même. Je ne sais pas en bon exactement. Sagittaire. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire quoi parce qu'il y a tellement de choses à Mm, découvrir, mais ce serait quand même un livre, quelque chose de découverte. Un livre, peut-être, mm. comme comme mon livre que j'ai choisi. Ça a toujours été, disons que les livres ont toujours été quelque chose
qui m'ont amené des découvertes, même s'ils étaient complètement décalés par rapport à ce que certaines personnes lisent. Entre autres, par exemple, ma chérie n'a jamais voulu lire un de mes livres. Par contre, Jocelyn les a tous lus. Jocelyn, c'est un de mes oncles, donc un de tes enfants. Mm. Ouais, c'est ça, tu voyages aussi et ça te fait des ouvertures, en fait, finalement, les livres. Tout à fait. Ouais. Ouais. Mais c'est très sagittérien, finalement. Si tu étais un super pouvoir. Un super pouvoir. Ouais. Je pense que ce serait la paix. La paix, parce que je pense qu'on évolue bien que dans la paix, mais après avoir connu la difficulté. Ah oui. Donc c'est très compliqué parce qu'en fait, je ne sais pas à quel moment. Ça, c'est aussi très d'époque. Hein. C'est l'ère du Verseau qui peut-être me fait évoluer comme ça, mais j'aimerais bien qu'après avoir connu et choses à connaître encore sûrement d'horribles, qu'on arrive à la paix et à l'amour dans le monde. Mais ça, c'est un rêve. Un peu utopiste. Oui. Mais c'est un beau rêve. Tu aurais pu être Miss France, Papé. Si tu étais un aliment doudou, un aliment réconfortant, qu'est-ce que tu serais? Je pense savoir. Un aliment reconstituant. Réconfortant. Genre Réconfortant. vraiment doudou, tu vois, quelque chose qui te fait du bien. C'est des desserts, Ouais. Hein. des sucreries. On vient de manger au restaurant ensemble dans un buffet où il y a un peu de tout et t'es revenu comme un enfant avec une assiette remplie que des de bonbons pratiquement, je me suis fait avoir. Des fraises tagada et des bonbons, c'était tellement mignon. Parce que pour moi, c'était pas ça. C'était pas des fraises tagada. C'est peut-être la première fois que j'en mangeais, tu vois. Ah, t'as trouvé ça bon? Ou pas? J'ai trouvé ça bon, mais enfin... T'as cru que c'était quoi? Bon, je sais pas, des gâteaux avec des couleurs. Ah non, c'était que des bons becs. T'as mangé que des bons becs. Non, il y avait des nougats. Il y en a deux. Les nougats étaient pas mal. Ouais. Bah, tu vois, moi j'aurais dit, si j'avais dû répondre pour toi, le chocolat. Parce que mais le chocolat. Oui, mais ça fait partie des gâteaux, les chocolats. Ah bah oui, c'est pour ça, je savais que t'allais partir sur du sucré. Ouais. Non, mais c'est vrai que le chocolat, enfin tous les gâteaux, parce que j'avais la chance d'avoir une épouse qui cuisinait divinement bien et qui me faisait des desserts extraordinaires. Et ça, je me sens maintenant un peu privé quand même. T'as pas essayé ça parce que tu t'es mis, c'est vrai qu'elle cuisinait beaucoup et très bien, et tu t'es mis à cuisiner, tu as appris plein de choses depuis que tu es seule finalement. Oui. Et tu t'as pas essayé de faire tu t'es pas trop lancé dans la pâtisserie? Si, j'en fais un peu. Je commence à en faire. Trop bien, t'as fait quoi? Ah ben là, disons que j'adore les pommes. Ouais. Et je fais des tartes aux pommes. Alors Christophe m'a donné la recette de sa pâte. Christophe, c'est un autre de mes oncles. Qui fait une pâte à tarte extraordinaire. Oui, moi aussi, je fais que les recettes de Christophe. Et donc maintenant je fais des tartes aux pommes. Et j'ai fait aussi, j'ai fait faire à mes petits, ce ne sont pas mes arrière-petits-enfants, mais c'est des arrière-petits-enfants qui m'ont demandé un jour, est-ce que tu veux bien être mon arrière-grand-père de cœur? Comment tu veux dire non? Ah bah, tu peux pas. Si tu peux, mais t'as pas du tout envie. Je leur ai montré comment on fait. Alors ils me disaient en plus, je regrette les financiers aux pralines de Mamé, qu'est-ce qu'ils étaient bons. Ben, je lui ai dit, mais tu voudrais apprendre à en faire? Oui. Ben, jeudi, je lui ai appris à faire des financiers aux pralines. Et alors? Est-ce que tu étais content de ça? Ils étaient très bien, mais par contre, il a appris une chose, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Il est venu voir, il dit, oh, c'est pas tout à fait assez cuit. Il est revenu, il a pris son téléphone, il a recommencé à écouter, à regarder, et il les a brûlés. Ah oui. Alors, ça va vite, hein. La pâtisserie, ça passe de pas cuit à trop cuit des fois. C'est comme ça maintenant. Alors, je lui ai dit, je te donne la recette, emmène-la, tu en feras à ta maman, mais sache que faut pas recommencer ce que tu as fait chez moi. Quand tu seras au four, occupe-toi de ton four. Il m'a dit, oui, je le ferai. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Eh oui. Ah, c'est chouette. Si tu étais un bruit. Alors c'est difficile parce que le bruit c'est la musique. Alors ça peut être un bruit quand on démarre, c'est le violon. Okay.
Quand j'ai commencé le violon, je faisais que du bruit. C'est vrai que le violon, il y a ce côté ingrat. Bon, un piano, si tu fais des fausses notes, c'est pas très agréable, mais j'avoue que le violon, au départ, c'est ouah. Ah, Ouais, c'est abominable. ouais, C'était des grincements, c'était ouais. pas des sons, c'était Du bruit, pour le coup. c'était du bruit. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as fini par faire des jolis sons? Un peu mieux. Je t'ai jamais entendu jouer du violon, je crois. Euh, Peut-être j'avais, quand j'ai j'avais, un vague j'avais souvenir. j'avais 12 ans, Ouais. 11-12 ans, oui. Mm. Et j'aurais dû continuer, mais en fait, je suis tombé sur une prof, c'était une bonne sœur, déjà, et qui a enseigné ça à l'ancienne. La première chose, quand j'arrivais au cours, elle commençait par une dictée musicale. Genre de quoi? De notes, du coup? Oui, alors, il fallait tourner le dos au piano, et j'avais une portée, et ce qu'elle jouait, il fallait que je note, Ah oui, d'accord. quelle note c'était. C'était ça la dictée musicale. En fait, c'était pour nous éduquer l'oreille, mais quand tu as 11 ans, tu as envie de faire autre chose, quoi. T'as envie de jouer. T'as envie de jouer, T'as envie de jouer de voilà. ton instrument. Ouais, je comprends. Si t'étais un endroit, Alors, si j'étais un endroit, ce serait une, euh, une montagne, mais enfin une montagne, surtout quelque chose, une nature, mais je trouve, moi je me plais bien dans la montagne, la moyenne montagne surtout, parce que je peux marcher, admirer le paysage et m'asseoir à un endroit qui me plaît beaucoup et méditer. hmm, ok. Si t'étais un objet du quotidien, c'est quoi cette tête? Un objet du À quoi tu quotidien, penses? un verre, Un verre? Ok. Et qu'est-ce que tu mets dans ton verre? du bon vin. Ouais. C'est vrai que ça, tu nous as transmis l'amour du bon vin. Bah, j'étais un petit peu obligé parce que quand on fait de la bonne cuisine, moi je trouve que le vin, j'ai vraiment un amour pour le vin. Je trouve que c'est merveilleux, hein, le vin c'est merveilleux. Mais il faut que une harmonie entre ce que l'on mange et ce que l'on boit. Et donc ça m'a fait peut-être aussi développer davantage ce goût pour le vin, pour accompagner La bonne cuisine. la bonne cuisine qu'on me faisait. Effectivement. Eh ben merci pour ce portrait chinois. Alors on va faire un petit tour un peu plus profondément dans ton monde. Et du coup, puisque mon podcast s'appelle Ça déborde, j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi déborder? Déborder. Déborder, pour moi, c'est faire quelque chose sur lequel on n'a pas suffisamment réfléchi et qui nous fait faire et dire des choses que l'on parfois regrette après. Pour toi, ça a plutôt une connotation un peu plutôt négative du coup de déborder. Oui. Et du coup, est-ce que tu trouves que tu débordes? Oh bah oui. Moi, j'aime bien, hein. Moi, je vois ça de manière très positive, le fait de déborder. Mais chacun sa vision. Oui, Mais je vois pourquoi tu dis ça. Ouais, je comprends. effectivement, mais Mm. quand on a fait déborder quelque chose et qu'on le reconnaît, ben, on ne recommence pas. C'est-à-dire qu'on évolue, c'est évolutif. Mais au moment où tout ça déborde, pour moi, c'est quand C'est même problématique. Ouais. c'est problématique. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Qu'est-ce qui te fait rire? L'humour. Quoi comme l'humour? Qu'est-ce qui te fait rire dans l'humour? Ben, ça arrive à me faire rire, peut-être pas sur le coup. C'était l'humour noir de ma chérie. Vous, elle était terrible. Parce elle m'a sorti des choses mais, épouvantables, mais je lui dis, mais Mais oui, elle était extraordinaire. moi je peux te donner un exemple par exemple. Hein. Vas-y. Elle avait, bon, quand elle faisait la couture, elle avait deux amies couturières. Et elles avaient des stages à peu près au moins un par trimestre à Rennes. Et donc, elles se voyaient toutes les trois, bien entendu. Et puis, elle les a fait beaucoup évoluer parce qu'elles étaient au ras des pâquerettes. Et donc, évoluer en spiritualité, elle a fait son boulot impeccable. Il y en a une, sa maman est morte. Et c'était pas longtemps après la Toussaint, où ils ont eu donc une séance. Et puis,
sa copine lui dit, presque en pleurant, qu'elle était désolée parce qu'elle avait mis des fleurs pour faire plaisir à sa mère et que les fleurs avaient fané trop vite. Et tu sais ce que Mimi a dit? Non. C'était que tu n'as pas pleuré assez dessus, ils n'ont pas été arrosés. Elle était géniale. Et alors je lui dis, mais tu as dit ça? J'adore. Mais t'as pas honte? Mais comment elle l'a pris? Mais je vois tellement sa tête. Et comment elle l'a pris? Oh ben apparemment c'était bien. Mais tu sais que ça fait du bien parfois. Alors, moi, j'ai tendance à faire ça, pas pour détourner de l'émotion, parce que s'il y a bien quelqu'un qui aime que les émotions débordent pour le coup et que ça sorte et qu'il y ait ce mouvement-là. Mais même quand j'accompagne les gens et que parfois il y a des choses qui sont belles, qui sont profondes, ou parfois des choses difficiles, je viens souvent mettre aussi de l'humour ou de la dérision ou un peu de ce côté humour un peu noir aussi. Comme tout à l'heure, quand tu étais hyper émue en disant que tu voulais l'amour et la paix, je t'ai dit que tu étais bon pour être Miss France, tu vois, c'est le genre de truc que je fais aussi. C'est non pas que ça dénigre je dois tenir ça d'elle, non pas que ça amoindrisse ce qui est en train de vivre l'autre, mais parfois ça fait une... ça surprend et ça ramène. C'est un coup de pied aux fesses. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est hyper bienveillant parce qu'elle était hyper bienveillante, mais c'est vrai que elle était quand même incroyable. Mais le jour de l'enterrement de Mimi, quand elle est venue dans mes bras et pleurait. Hein, et je lui dis, mais est-ce que tu te souviens ce qu'elle t'avait dit à la mort de ta mère? Elle me dit non. Hein, ça va pas parler aux gens, mais c'était qui? Bah, à qui elle a dit ça? L'amie celle à qui elle avait dit ça. Ah, ok. Daniel, c'est Daniel, ok. Qui est venu pleurer dans mes bras à ce moment-là parce que sa copine était, malgré qu'elle ait dit des bêtises comme ça, pour elle, c'était quelqu'un. On l'avait même emmené en vacances tous les deux. Elle était venue parce qu'elle était malheureuse. Elle n'avait pas de compagnon. Puis elle était malheureuse au moment. Quoi. Bon, et ça, on avait du mal à supporter les gens, pas à supporter, à accepter que les gens soient malheureux. En fait, tous les deux, on était comme ça. Ouais, ça vous brise le cœur. C'est vrai que vous avez toujours eu et tu as toujours cette ouverture de cœur, cette spiritualité. Moi, je parle souvent de toi, tu le sais pas, mais je parle souvent de toi parce que tout ce que je manie aujourd'hui et ce qui m'anime profondément et ce qui fait qui je suis, et j'en ai même fait un métier, c'est l'astrologie, les huiles essentielles, tout ce qui est de l'ordre de l'hypnose ou de la sophrologie. Tu sais que je l'ai toujours, l'enregistrement, la vieille cassette qu'on a mis sur un CD, qu'après on a mis en numérique et je l'ai dans mon téléphone avec le son pourri. Mais ça fait partie. C'était vrai. Ah bah ça a été copié, ouais. Et cette audio, même rien que le craquement de ce son pourri d'enregistrement, je crois, fait partie et me fait partir tout de suite. Bah oui. Je me suis guérie mes doigts. Je me souviens que je mangeais. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire parce que tu me donnais ça. Je me souviens encore de l'odeur des huiles essentielles que vous mettiez sur notre oreiller ou dans nos paquets de mouchoirs quand on était malade. Enfin, d'avoir fait nos thèmes depuis qu'on est tout petit. Et effectivement, vous avez toujours eu cette ouverture et cette manière différente parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant, en fait. On était complètement décalés. Pour certaines complet. Personnes, on a été certainement considérés comme des allumés. Ah ouais, c'est clair. Hein. Moi, je me souviens. Bien après, j'hésitais même à en parler parce que mon premier boulot, donc chez la fabrique d'ordinateurs, la compagnie des machines bulles, j'avais eu le malheur de parler des pistas du Mexique. C'est quoi ça? Tu connais pas les pistas? Non, je sais pas ce que c'est. Les pistas, ce sont des figures que l'on ne voit que du ciel. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Et donc, je parlais de ça. Alors, il y en a un qui dit « Oh, écoute-moi ce couillon, là, il voit des pistes pour atterrissage d'OVNI. » Je n'avais jamais parlé de ça. Ouais. Mais pour les gens, j'étais complètement décalé. Complètement allumé, ouais. Et les pierres aussi. Tu vois, moi qui ai beaucoup de pierres, je me souviens d'être venue te voir au CNET, dans ton bureau, avant que tu sois en retraite. J'étais pas bien vieille, hein. Et je me souviens, c'est la seule image nette que j'ai de ce moment où on est venu te voir dans ton bureau. Tu avais des pierres sur ton bureau. Oui. Et je me souviens de ça.
Il y avait des Ben, quartz, de la pyrite, il y avait... j'ai fait partie du club géologique des PTT, où j'ai même été président de la région Bretagne. J'ai toujours beaucoup aimé la nature. Ça Mais fait oui, la partie de la nature, nature. la La ça nature. revient Et beaucoup. puis alors, mais peut-être aussi parce que les pierres, pour moi, ont des pouvoirs. Ah bah oui, moi tu prêches une Et convaincue. donc, Je suis une allumée comme toi. toutes les pierres m'intéressent, mais certaines pierres, je peux les mettre sur mon bureau, d'autres, je ne les mettrai pas. Mais il y a beaucoup de choses que je fais et que je suis et je me rends compte à quel point ça vient de toi. Donc c'est pour ça Pas que... de nous, parce que Oui, de vous. Oui. Marie était partie prenante aussi dans Ah ce oui, oui, truc-là. complètement. Oui, oui. Et elle me suivait par contre. Elle ne prenait pas d'initiative. Elle, c'était autre chose. Elle était beaucoup plus artiste que moi. Ah oui, il y a des tableaux partout autour de nous là qu'elle a peint. Et c'est vrai que c'est Ouais. une sacrée artiste. J'ai du mal à m'en débarrasser d'ailleurs. Je Bah, t'es n'ose pas pas m'en obligé. débarrasser. Tu n'es pas obligé, tu peux les garder. Je vais en donner, je pense. Chez ma voisine, la Tu pourrais musulmane, faire une expo, tu sais, la tu pourrais... musulmane, j'ai dit que je ferais aussi. La musulmane qui adore ce que faisait Marie. Et tu Je lui ai pourrais déjà même donné, faire un... je lui ai donné 2 tableaux déjà. Je lui en donnerai d'autres si elle en veut. Mais tu pourrais faire une espèce d'expo où... C'est ce que je ferai. où Et les gens, tu j'inviterai vois, j'inviterai les voisins et les Ouais, c'est amis ça, des gens qui ont envie... qui prennent ce qu'ils veulent. Ouais, c'est je ça. les donne, c'est pas. Ouais, c'est ça, pour que ça voyage, qu'ils prennent un tableau Ouais. qui va les toucher et ça pourrait être chouette. Ouais. Ce serait une Mais belle c'est- manière de faire... Je le ferai, c'est une façon de la faire vivre. Ouais, en c'est fait. ça. C'est chouette. Bon, après, ce qui te fait rire, même si on a complètement digressé, qu'est-ce qui te fait pleurer? L'absence. Bah ouais. L'absence, parce que. Et en fait, il y a pas beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, qui m'ont fait réfléchir, mais pas au point de pleurer. Par contre, là c'est autre chose parce que je pense que ce serait maintenant peut-être ou après peut-être que j'aurais pleuré. À cette époque-là, c'était pas vrai. C'est quand j'étais jeune officier en Algérie et j'avais mon meilleur copain de l'école d'officier qui s'est fait tuer. Et là, j'ai pas eu envie de pleurer du tout. Par contre, je me suis senti envahi par la haine. Ouais, c'est la colère qui a caché Ça m'a la fait, tristesse, quoi. ça m'a fait beaucoup réfléchir et depuis, ça m'a fait bannir la haine de tout parce que je me dis que c'est la pire des choses qui aurait pu arriver. C'est de garder la haine. Mais parfois, là, c'est vrai que la colère, elle va prendre le dessus sur une très grande tristesse. Et parfois, c'est l'inverse. C'est la tristesse qui va prendre le dessus sur une énorme colère. Et parfois, les émotions sont... C'est assez mélangé. Oui, ouais. Et disons que l'état d'âme, au moment où ça t'arrive, quand je dis l'état d'âme, c'est la conscience, hein, parce que l'âme, pour certains, ça peut être troublant. Mais en fait, c'est une évolution. On évolue. Et je pense que justement, si on n'évolue pas, si on n'essaye pas de comprendre, on a perdu quelque chose dans la vie. Parole de Sagittaire. C'est pour ça que, par exemple, moi, avec ma voisine, qui est musulmane, on s'entend très bien, elle m'a invité pour l'Aïd. Ok. Et j'y suis allé parce que il y avait un autre musulman qui était là. Parce que pour moi, j'ai eu la chance de découvrir le bon côté de la religion. Et ça m'a été... alors c'est peut-être encore Sagittaire ou peut-être plus Scorpion à ce moment-là. Ça m'a ouvert l'esprit sur la religion en général. Ouais. Et ce que ça a apporté au monde. Oui, mais tu m'as déjà parlé plusieurs fois de ça, et tu as toujours cette ouverture, parce que tu t'es aussi intéressé au bouddhisme, tu t'intéresses à différentes religions. Le bouddhisme, c'est une philosophie. Et je suis toujours bouddhiste. Si je devais choisir une personnalité, ce que tu incarnes peut-être ce que j'incarne peut-être le plus, c'est la philosophie bouddhiste.
Mais c'est vrai que tu as toujours, mais c'est effectivement très Sagittaire, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette ouverture aux autres avec un grand A, c'est ça le Sagittaire. Et il s'intéresse aux autres cultures, aux autres religions, et avec un vrai intérêt de comprendre, de voir le sens, de voir ce que ça apporte. Et c'est chouette. Mais ça m'amuse d'ailleurs parce que dans la religion, alors ça, j'ai dit ça parce que après, en Algérie, quand j'étais en Algérie, j'ai eu la chance d'être directeur et responsable d'une unité de formation de jeunesse algérienne, où je dépendais directement du général Massu. Et en fait, ça m'a appris avec des gens que j'avais, des Algériens, non pas à l'école, mais qui étaient comme moniteurs. On a beaucoup discuté avec eux. Je parle beaucoup de toute façon. Ça, Bon, bah, on se demande d'où me vient cet amour pour parler. Mais en fait, et j'ai eu l'occasion de discuter avec eux de leur religion. Et alors des fois, j'ai dit des choses qui les choquaient. Pas choquaient vraiment, mais je disais, Oui, c'est tellement une autre manière de voir que ça peut être surprenant. Un jour, je leur ai dit, pourquoi vous avez interdit le cochon? Ben, elle m'a dit, c'est Mahomet qui l'a dit. Mais oui, mais pourquoi il l'a dit? Oh parce que il a eu une révélation. Mais je lui ai dit, vous ne pensez pas par contre que ce soit... Parce qu'à l'époque où ça a été interdit, le cochon avait une maladie qui s'appelait la trichine et qui était mortelle pour les hommes. Et que, en fait, il a pris, sous prétexte de religion, d'interdire quelque chose qui pouvait vous faire mourir. Oh ils n'ont pas su répondre. Et je pense que je les ai choqués un peu. Et pourtant, je suis persuadé que c'était ça. Donc, ça m'amuse toujours d'aller chercher dans les religions des trucs comme ça, oui, c'est ça qu'on interdit, mais qui sont... De comprendre le sens. Et c'est vraiment ça. Pourquoi? Oui, le Sagittaire, il a besoin de comprendre le sens de ce qui a été mis en place, de pourquoi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce signe, parce qu'il y a toujours ce truc de creuser un peu plus. Et donc, en général, on a beaucoup de connaissances, même si on est persuadé. Pour moi, je ne peux pas adhérer à quelque chose que je ne comprends pas. Oui, oui, tu m'étonnes. Bah oui. Alors, ça me limite dans certains trucs. Mais ça oui m'en ouvre d'autres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Moi, je vois plutôt une ouverture parce que même si, in fine, tu n'adhères pas parce que tu n'as pas complètement compris, ou parce que, une fois en ayant compris, de dire wow, ça me parle pas trop, tu vas quand même avoir cette ouverture d'aller chercher plus loin, et même si ça aboutit pas forcément. Moi, je trouve que au lieu de limiter, je trouve que ça amène une certaine ouverture. Mais parfois, dans le côté Sagittaire, il y a ce côté comme... C'est comme s'il y avait la conscience qu'il y a un savoir infini. En fait, il y a des choses à apprendre tellement partout que quelque part... Ah, tu reprends du service, ton téléphone sonne. Alors, il n'y a pas l'image, mais il est en train de regarder sur son Apple Watch, parce que tu es quand même très connecté. C'est une amie, Anne Béguet. Oui, je vois sur ton téléphone, mais je veux surtout que toi, tu regardes ta montre. Non, mais je la rappellerai. Bah oui. Donc, je disais, oui, le côté Sagittaire, il y a cette espèce d'hyper-conscience de tout le savoir qu'il y a dans le monde, et donc d'être conscient que ce que tu sais aujourd'hui, même avec 89 ans de vie derrière toi, tu sais rien du tout. Et tu sais que tu sais rien du tout par rapport à l'immensité de ce que tu pourrais savoir. Je ne sais rien. Sauf que par rapport à plein de gens, tu sais beaucoup de choses parce que tu as beaucoup ce moteur de creuser. Donc tu sais quand même plein de choses, mais tu es tellement conscient que c'est une goutte d'eau par rapport à l'infini potentiel de choses qu'il y a à savoir et à apprendre, que tu as l'impression que c'est rien du tout. Et c'est aussi ça qui va faire que tu vas pas mal dénigrer ton karma Gémeaux, ce que tu sais. Alors que tu sais plein de choses en vrai. Mais tu as plein de choses à apprendre aussi encore. Elle m'a laissé un message. Voilà, comme ça tu sauras pourquoi elle t'appelait. Un truc que t'aimes pas chez toi? Un truc que je n'aime pas chez moi? Ouais. Oh, il y en a tellement. Ah bah t'en choisis un. J'allais dire un truc, et pourtant, là tu vas me dire, mais ça va, c'est le contraire de ce que tu fais.
J'aime pas trop ma façon de communiquer. Qu'est-ce que tu lui reproches à ta façon de communiquer? D'être parfois un peu brutal. Ok. Brutal, pourquoi? Parce que trop Bah, franc, maladroit non, mais trop décalé par rapport à ce qu'on comprend en général. C'est... Et alors c'est idiot parce que m'aperçois après, quand j'en discute avec des gens avec qui j'ai parlé de ça, qui me disent mais c'est formidable ce que tu nous as appris, ce que tu nous as dit. Toi, t'as l'impression de déranger Ah, avec des propos qui sont décalés ou qui Complètement, sont... D'accord, ok. Et tu trouves que c'est dérangeant du coup? Tout à fait. Ok. Ouais, je comprends pourquoi tu dis ça. Moi, je pense que j'aurais tendance à dire comme les gens qui te font le retour de... je m'attendais peut-être pas à voir les choses comme ça, mais à être content d'avoir eu une ouverture sur une autre manière de voir. Mais je comprends que tu aies l'impression parfois de... Mais c'est peut-être encore le fait que j'ai toujours eu l'impression d'être pris pour un idiot, donc je me dis, mais c'est sans doute une idiotie que tu dis, quoi. En fait, je crois qu'il y a toujours ce vieux truc que, Ouais, même si c'est amélioré, il est encore là, quoi. Ah ouais, parce que le premier truc que tu m'as dit quand je t'ai demandé si tu voulais faire le podcast, moi je m'attendais à ce que peut-être t'es pas... voilà, parce que c'est pas un exercice facile et que du coup, c'est pas si simple et j'aurais compris que t'es pas trop envie, mais c'était pas du tout l'envie en fait qui te manquait, c'était la peur que ce soit nul et que t'aies rien à dire, quoi. Voilà, exactement. Et c'est fou comme ça te reste. Ben oui. Mais oui, mais c'est toujours comme ça. Mais c'est chouette parce que tu fais quand même, tu vois. Mais professionnellement, il m'est arrivé parce que j'ai eu Enfin, c'est une chance parce que d'être adjoint à un des directeurs du CNAT, et qui alors systématiquement, quand il y avait de la communication, c'est moi qui l'envoyais. Alors ça me perturbait. Parce que que tu n'as jamais compris pourquoi il te confiait ça à non, toi. Non. Alors soit il tout était... ce qu'il y avait quand il fallait aller voir le préfet, c'était moi qui y allais. Le sous-préfet, évidemment. Le général commandant la région militaire, c'était moi qui y allais. La télé, quand elle est venue faire un reportage, c'est moi qui ai accueilli et qui suis passé à la télé. Enfin, on aurait dit qu'il faisait exprès, quoi. Alors, soit il était... Deux hypothèses. Soit il était très con et il continuait d'envoyer un gros nul. Soit il avait vu tout le potentiel que tu as du mal à voir. Je pense que c'est ça. Mais je pense aussi. Mais bon. Mais je comprends que toi... Au moment de le vivre, c'était pas facile. Pas comme ça. Mais c'était pas facile. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est beau aussi, c'est que ça se sent en fait que tu as sincèrement ce doute. C'est pas de la fausse modestie pourrie. On sent bien que c'est un réel, un réel doute, et en même temps, tu vas quand même malgré ces doutes. Et c'est aussi ça pour tout le monde, faire son chemin de vie et aller vers ce qui nous fait peur parce que c'est l'inconnu et qu'on se croit pas capable et puis que finalement ça fonctionne. C'est cette bascule-là, toi, c'est dans le côté de l'apprentissage et de la communication. C'est pas un choix. J'ai toujours eu l'impression que ça m'était imposé. En vrai, moi, je crois, après, ça reste ma c'est pas moi qui faisais le choix. Mais, quelque part, si. L'initiation, c'est pas toi. Complètement inconscient, alors. In fine, tu aurais aussi pu dire non pour y aller. Mais une fois qu'on t'avait dit de le faire, tu y allais. C'était mon job. Oui, mais bon, tu aurais aussi pu dire non, là, je me sens pas, peut-être, tu vois. Et puis, ce travail-là, en fait, quand on me l'a proposé, j'avais dit non, parce que j'étais incapable. Mais je me dis, mais... Parce que tu te croyais incapable. Bon, sans doute. Ah, oui. Et quand j'arrive à la maison, je dis à ma chérie, je lui dis ce qu'on me proposait, elle m'a dit, t'as dit quoi, oui? T'as engueulé. Je lui dis non, j'ai dit non. Mais t'es malade? Oui. Elle m'a engueulé, elle m'a dit, demain matin, tu vas et tu dis oui. Je l'ai écouté, je suis allé dire oui le lendemain matin. Oui, mais parce que... Et je ne l'ai jamais regretté, remarque. Oui, parce que tu étais complètement capable. Et même si toi, tu as continué de douter, tu étais largement capable. Je t'ai raconté le dernier truc qui m'a fait... Parce que j'ai douté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour. Oui, ne m'étonne pas. Et en fait, c'était donc à cette époque-là, j'étais chef du département formation, parce que j'avais changé de job. Oui, ce que tu disais tout à l'heure. Et en fait... c'était au moment de la transformation de France Télécom d'État en société privée. Et là, moi j'étais le premier à dire qu'il fallait complètement modifier la formation parce qu'il fallait apprendre aux gens
l'esprit d'entreprise. Parce quand tu travailles dans une entreprise, même si tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'on fait, il faut essayer justement d'avancer et d'enseigner quelque chose qui te permet de participer à l'entreprise. Et donc à ce titre-là, je n'étais pas le seul, puisque la direction de Paris avait décidé de faire un groupe de travail là-dessus. Bon, j'étais obligé d'y aller, bien entendu. Et le chef du projet, c'était quelqu'un de très haut niveau, c'était le général chef du projet Rafale, dans les avions. Donc tu vois un peu le niveau de technicité qu'il avait, quoi. Et en fait, je ne sais pas ce que j'ai dit dans les réunions, parce que comme j'avais l'impression de ne rien dire de toute façon. Foutu karma. mais c'était terrible. Hein. Bah oui. Et en fait, j'étais déjà en retraite, puisque ils n'avaient pas encore trouvé quelqu'un pour me remplacer. Et donc, on m'avait demandé de faire 6 mois de plus, après ma retraite. Okay. Donc, j'étais resté. Et puis, un jour, je reçois un appel d'un copain, d'un ami de Paris, qui travaillait aussi dans le même groupe, qui me dit, le général, dont je ne me souviens même plus le nom, voudrait te rencontrer, est-ce qu'on peut aller te voir à Lannion? Alors déjà, moi, ça m'a posé un problème. Je me dis, mais attends, quand un chef de ce niveau-là te demande pour te rencontrer, d'habitude c'est « Monsieur, venez me voir à Paris tel jour, à telle heure », et puis c'est tout. Il se déplace pour me voir. Alors là, ça m'a vraiment posé un problème. Je me dis, mais pourquoi il vient me voir moi? Pourquoi il vient me voir moi? C'est l'idiot du village, là. Ben exactement. mais tu me fais rire. Et ça m'a posé un gros problème. Mais je comprends. Quand on tombe... Moi, et après, je me suis dit, alors ça a été le dernier truc. C'est à partir de là que je me suis dit, peut-être que tu n'es pas aussi con que tu le pensais. Il était temps que tu te le dises. Mais c'est des choses qui restent un petit peu enfouies, mais tu l'as, je trouve, magnifiquement transcendé parce que tu as avancé, parce qu'avec un dharma sagittaire et un soleil en sagittaire, il y a vraiment une invitation à s'élever socialement, à prendre sa place socialement, à briller quelque part. Et même si tu l'as fait en comprenant pas trop le pourquoi du comment, n'empêche que tu l'as fait. Mais t'as vu, si t'as fait mon thème, t'as vu en maison 2, t'as vu ma maison 2? Bah oui, t'as ton dharma en maison 2. Bah oui. Et ta communication. Oui. Mais oui. Et ton mercure, est en maison 2. Et effectivement, de venir instabiliser, de venir faire des choses concrètes, de venir mettre de la sécurité financière, matérielle, de la sécurité intérieure aussi, de croire dans tes dons, tes talents, tes valeurs, avec un karma qui part de la maison 8, où là, ça parle beaucoup d'insécurité intérieure et extérieure, et de beaucoup plus de terrain beaucoup plus mouvant, tu vois, des autres troubles un peu de cette maison 8, et d'aller vers cette stabilité intérieure. Oui. Et ce confort. Mais je sais, j'en avais conscience. Ouais. Hein. Bah oui, parce que... oui. Parce que j'ai eu ce travers de faire de l'astrologie. Bah oui. Je suis ravie que tu m'aies piqué. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, par contre, avec Marie, avec ma femme, c'est qu'en fait, pourquoi tu dis ma femme, tu sais que je devrais dire Mimi d'ailleurs. Hein. C'est moi qui ai commencé l'astrologie. Et elle me regardait un peu comme... on a allumé du coup encore. Oui. Qu'est-ce qu'il a comme lubie encore celui-ci? Ouais. Et en fait, et les livres, c'est toi qui dois les avoir maintenant, d'ailleurs, Claire Sant'Agostini, oui, c'est moi qui les ai. Que j'ai choisi en les ouvrant comme ça. Et du coup, ça lui a quand même posé le problème. Alors ça c'est tout à fait elle, ça. Au bout d'un certain temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trouvé un professeur d'astrologie et elle est allée prendre des cours. Ça m'intrigue ce truc, il faut que je sache. Alors je me suis dit, voilà. Et ça, c'était elle, ça. Elle mettait un certain temps à intégrer et à se décaler, mais une fois qu'elle s'est décalée, par contre, il fallait au sommet, tout de suite. Et c'était un gars qui avait appris l'astrologie avec des Tibétains. Oui, l'histoire du chemin de vie, le karma dharma, c'est de l'astrologie tibétaine. Et c'est ça. La lune noire, c'est de la Kabbale. Ouais. Et le karma dharma... ce qui est amusant, c'est qu'un jour, il y avait dit une chose, il avait dit qu'elle avait raté sa vie. Alors, elle me dit ça. Je dis, mais non. Je dis, là, il déconne complètement. Là. Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Et alors, elle a dû lui dire, je ne sais pas comment c'est arrivé, il a continué. Et puis, pour autre chose, qui avait quelque chose sur la fin de vie, sur sa fin de vie.
Parce que sa planète maîtresse à elle, C'était Saturne, non? c'était Saturne. Ouais, tu m'avais dit. Bon. Donc, fin de vie, quoi. Ouais, là, c'est le temps, Saturne, c'est Ben, Chronos, il y a toujours un enjeu de temps. On ramène tout ce qu'on a pris et on le ramène en soi. Ouais. Donc, c'est à la fin de vie qu'on fait ça. Ouais. Et alors là, il lui dit, bon ben, demandez à votre mari parce que je crois qu'il est plus capable que moi de vous répondre. Alors qu'il n'avait même pas fait mon thème. Je dis, mais comment il a su ça, lui? Il était peut-être intuitif en plus d'être astrologue. Peut-être. Peut-être il avait Il un était peu... parce qu'il est mort. Mais Ah toi, non. en plus, alors moi j'ai un logiciel, c'est trop fastoche, j'ai plus qu'à lire. Mais toi, tu montais les thèmes. Oui. Toi, tu les dessinais, tu faisais les calculs. J'avais mes bouquins. Ah ouais, c'est de la folie d'avoir fait Ben, ça. quand pour calculer pour trouver les planètes maîtresses, c'est pareil. Oui, c'est des calculs, ouais. Nous, Et on a alors- plus qu'à lire dans les Et logiciels, alors, mais... alors, est-ce que tu connaissais ma planète ou mes planètes maîtresses? Ouais, j'imagine qu'il y a Pluton quand même dans le tas, vu les Non, placements même en pas. Scorpion, même pas? Non, je sais pas. Parce que c'était quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. En fait, c'est le Soleil et Mars, Ok, à égalité. ok. Moi, c'est Vénus et Pluton. les Alors, planètes le Soleil, maîtresses. parce que j'ai toujours cherché à évoluer, à progresser. Donc, quelque part, je cherchais une lumière, Bah, où tu la diffusais. où je la diffusais. Et Mars, qui me faisait Moteur. un moteur puissant. Ok, qui te faisait agir. Qui Et te je faisait n'arrivais pas. avancer. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas parce que je me disais, compte tenu du fait que je me prenais pour un nul, pour un idiot, j'ai dit, mais comment je peux avoir des trucs comme ça, des planètes maîtresses qui, elles, me font, au contraire, me projeter? Bah, en même temps, rien que ton soleil, alors sans parler de la fonction solaire et du fait que c'est une planète maîtresse chez toi, elle est dans le Sagittaire avec ton dharma, et c'est vraiment le Sagittaire, le symbole, c'est un centaure avec un arc, avec une flèche, il vise vers le haut, hein, il vise Ben pas oui. tellement vers le bas. Hein. Ben oui, ben oui. Donc il y a beaucoup de choses dans ton thème qui te poussaient vers cette lumière-là, de te mettre en lumière et de rayonner en fait cette... Oui, ben ça, Et puis, tu sais que c'est le formateur aussi. C'est l'éternel étudiant, mais c'est aussi l'enseignant, le Sagittaire. Et t'as fini quoi dans un pôle de formation? Moi, je Ouais, trouve que j'ai tu as même- bien relevé j'ai- le défi de ton... j'ai même donné des cours à Subtélécom. Tu vois, un magnifique Sagittaire avec un magnifique parcours. Ah là là, m'en parle pas. Bon, qu'est-ce que t'aimes chez toi? Ma franchise, je crois. J'ai du mal à ne pas dire ce que je pense. Moi, j'aime bien ça. Il y en a pour qui c'est un sacré défaut, mais moi, je trouve que c'est une qualité. Mais ça peut déstabiliser quand on est un peu trop franc. Mais... Ah bah, des fois, je me rends compte que des fois, j'ai peut-être été un peu trop... Mais j'essaie d'y mettre les formes quand même. Alors, par contre, j'ai vraiment envie de passer le message, de faire passer le message, mais je peux y mettre, dans certains cas, L'élégance du Sagittaire. Enfin, je sais pas. Mais enfin bon. Très bien. Gardons ta franchise, gardons cette belle franchise. Est-ce que tu as un petit plaisir coupable? Un petit truc, c'est un peu la honte, mais c'est trop bon, quoi. Un truc coupable. Ouais. Bah, j'en ai tellement que je ne sais pas lequel choisir. Peut-être la bouffe. Tout simplement. Oui. T'es un gourmand. Et enfin, je suis très gourmand. Et j'en prends d'autant plus conscience que maintenant, je suis obligé de faire des choses au lieu de me contenter de déguster. Oui, et en même temps, je trouve que c'est aussi, t'aimes tellement la bouffe, finalement, que à 88 ans, tu t'es mis à apprendre à cuisiner, quoi. Oui. Parce que c'est trop important pour toi Oui, de mais bien en manger. plus, ça, donc, c'était un petit défi, parce que, comme Mimi m'a toujours dit, je mourrais subitement. elle le savait. Elle savait qu'elle allait mourir comme ça. Bah, de toute façon, avec le degré d'évolution qu'elle avait et que j'ai aussi, puisque dans un même domaine, pas dans le même domaine tout à fait, elle avait conscience de ça. Et alors, d'autant plus, c'est que la semaine d'avant, elle a commencé à me dire des choses où je me suis dit, ben, je m'en doutais, mais tu aurais dû me le dire avant. Tu vois, à ce point-là. Oui, elle sentait quelque part qu'elle en était consciente ou pas, elle s'est mise à dire des choses qu'elle n'avait jamais dites, comme si elle sentait qu'il fallait le faire parce qu'il n'y avait plus le temps, quoi.
Ouais. Et elle me disait à l'époque, elle me dit, tu devrais venir que je t'apprenne à cuisiner. Quand je mourrai, tu mourras de faim. Alors, je me suis mis à cuisiner, hein, en me disant, au moins pour ça, je ne mourrai pas de faim. Mais maintenant, je me dis que j'aurais quand même dû aller voir, parce que il y a pas, elle m'avait dit aussi, comme tu sais lire, tu sais cuisiner. Ben, c'est Oh, pas c'est vrai. pas vrai. Ah non. C'est Ouais, pas je suis vrai. tellement La d'accord. recette, il y a le coup de main qui est là, Ah ouais. et c'est ça que j'aurais dû aller voir. Ouais, moi je sais pareil, je sais pas Donc, très bien cuisiner. Après, si je lis une recette. c'est le seul regret que j'ai, c'est de ne pas l'avoir écouté pour ça. Bon, alors Mais là. c'est la bouffe quand même. Hein, Oui, la bouffe. Oui, oui. On prend la bouffe comme plaisir coupable. Alors là, déjà pour tout le monde c'est vrai, mais alors pour toi, avec ton grand âge et donc le nombre de situations et de personnes que tu as croisées, ça va être encore plus dur. Mais est-ce qu'il y aurait une personne ou un moment, ou les deux, peu importe, marquant dont tu aurais envie de parler? Je sais qu'il y en a plein, mais voilà, une personne ou un moment marquant dont tu aurais envie de parler. Oui. La sœur aînée de ma maman, Louise, qui était médium, et que j'ai rencontré pas beaucoup parce qu'elle était médium à Paris. Mais je suis allé la voir à Paris, et ça, on a parlé, je ne sais pas pourquoi elle a parlé, mais parce qu'elle était médium. Bon. On a parlé de beaucoup de choses. T'avais quel âge quand... Oh, j'avais 12 ans. Ok. Et quand elle est morte, alors là, par contre, j'étais horrifié par ses sœurs. Elle avait des sœurs et des calotines, des grenouilles de bénitier. D'accord. Hein, qui sont allées la voir à Paris. Elle était hospitalisée. Alors, elle avait plein de travers. D'abord, elle était médium. Donc ça, c'était pas du tout accepté, quoi. Pas bien vu du tout. C'est pas dans la campagne, c'est pas accepté du tout. Mais plus grave, elle vivait avec un homme, elle n'était pas mariée. Ah là là, la bougresse. Oh, une fille de Satan. Ah là là. Eh bien, ces espèces de salopes, parce que je crois que n'ayons pas peur des mots, sont allés la voir à Paris et lui dire, on va prier pour toi pour que tu guérisses, mais promets-nous que si tu guéris, tu ne restes pas avec ton homme. Non mais enfin, avoir le culot de faire ça. C'est un peu raide, hein. Vache. Et là alors, disons que j'étais pas très chaud avant, mais là, je crois que j'étais tout jeune, mais je comprenais beaucoup de choses. Ça t'a marqué. Ouais. Oui, ça m'a marqué. Okay. Et je pense qu'une bonne part de ce que je vis maintenant, la tolérance, le droit à la différence, vient en partie de ça. Ouais, parce que ça t'a choqué qu'on puisse lui reprocher Ah, à ce point ce qu'elle était et alors ses qu'elle choix. était extraordinaire, quoi. Et lui aussi, il nous a promenés dans Paris, mais il était extraordinaire. C'était mon oncle, même s'il n'était pas marié. Oui, bah oui. Enfin bon. Ok. Comme quoi, il y a des choses qui surviennent comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles sont là. Ce bon vieux hasard. Merci beaucoup, Papé. On va parler un petit peu de ton chemin vers toi. Bon, même si en fait on en a vachement parlé finalement au fur et à mesure de la discussion, mais comment au fil de ta vie t'as travaillé sur toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Je pense que ça m'a fabriqué. La première chose, c'est le souffle. Parce que pour moi encore maintenant, le souffle c'est la vie. Et un jour, une de ces tantes justement charmantes, là par contre j'avais quoi? J'avais peut-être... mon père était encore en captivité, donc je devais avoir 7 ans, 6-7 ans quoi. J'ai entendu une qui disait à ma mère, Michel il sera bossu, regarde comment il sera bossu. Elle savait pas que t'entendais? Bah, bien sûr, mais j'en foutais de toute façon. Ouais. Elle pensait que je ne comprenais rien. Et ça a été le premier cadeau mal emballé qu'on m'a fait. Et que j'ai... Alors, pour te dire que c'est très vieux, en fait. Hein. Et je me suis dit, ben, je sais ce qu'il faut que je fasse. Je suis allé dans le jardin, j'ai coupé un morceau de noisetier que je me mettais derrière le dos avec mes coudes. Avec les coudes, ouais, d'accord. Et que je respirais à fond pour me développer la cage thoracique. Pour te redresser? Pour me redresser et augmenter. En fait, ça
ça a fait que le souffle est devenu très très important pour moi. Et ça a été, je pense, la première chose où j'ai compris que dans la vie, il fallait de temps en temps faire des choses qui pour moi étaient naturelles. Et ça a été une suite après. Quand mon père m'a dit que j'étais un idiot, que je ne pourrais même pas garder les vaches parce que je ne serais pas capable de les compter, je me suis dit, tu verras. Et hop, j'ai fait ma carrière. Quand le médecin, quand j'ai été malade, mon rhumatisme articulaire aigu, où je suis resté 2 mois couché, je ne pouvais plus bouger. T'avais quel âge là, à ce moment-là, quand c'est arrivé ça? T'avais quel âge quand tu dis ça, les rhumatismes? J'avais 16 ans, 16 ans, oui, j'étais en seconde. Ok. Et en fait, bon, les cloisons dans les maisons, c'était en bois, et j'entends le médecin qui dit un jour à ma mère, parce que le cœur était gravement attaqué, j'avais 3 souffles au cœur. Les 2 valvules, mitrale et tricuspide, et l'aorte. Donc en fait, je l'entends qui dit à ma mère, Michel, il faudra lui trouver un métier où il n'a pas trop d'efforts à faire parce qu'il mourra jeune. Ça le fera mourir jeune. Mais j'ai entendu ça, je me suis dit, je mourrai jeune, mais je mènerai une vie normale. Et donc, j'ai été volontaire pour l'Algérie, j'ai fait des trucs, sans dire à ma mère, parce que ma pauvre maman, elle aurait été malheureuse, bien entendu. Et pour moi, ça a été un chemin d'initiation extraordinaire. Me retrouver, j'étais lieutenant à 22 ans, me retrouver en opération avec mon peloton de transport et mes 22 bonhommes. Et quand on était en opération, on me laissait le commandement d'une section d'infanterie. Là, j'avais peut-être 22 ans et demi, enfin bon. Un bébé. Un bébé encore. Ouais. Me retrouver avec la responsabilité en opération militaire de 50 bonhommes. Mais ça m'a appris des choses, mais... Et alors c'est pareil, ça a fait partie, c'était complètement décalé, mais ça m'a fait apprendre des choses. Et toute ma vie a été comme ça. Des épreuves qu'il fallait surmonter. Travailler sur toi, ouais. Et les comprendre. Je pense que, en fait, ce qui m'a été le plus utile peut-être, c'est de comprendre. C'est le micro. Il y a eu un petit bruit, il y a eu tripotage de micro. Qu'est-ce que j'ai là? C'était de comprendre que c'était une information que je devais traiter. Je pense que dans ma vie, c'était ça le plus important. Et alors ça s'est fait de façon tout à fait naturelle, sans que j'en prenne conscience, parce que si on m'avait dit ça, que c'était ça, je pense que je l'aurais peut-être pas fait. Oui, tu l'aurais pas vu forcément comme ça ou pas fait. Ouais, je comprends. Alors que ça a été de temps en temps des coups de pied aux fesses comme ça qui m'arrivaient de façon tout à fait inopinée. Ouais, c'est ça. Un peu cette magie de la vie. Bon, des fois c'est mal emballé, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est un sacré chemin. Merci, Papé. Alors, on approche de la fin. Et donc, j'aime bien le hasard, j'aime bien les cartes, j'aime bien les oracles. Et donc, j'ai un petit jeu de cartes. Il y a des questions. Donc, je vais te laisser piocher. Et c'est le hasard qui va te poser Qu'est-ce qu'il faut Pioche-en une. J'en prends une. Ouais. Bon, alors, je fais confiance à mon doigt. Voilà. Alors... Bon, écoute, on va continuer à tourner autour de ça. Quels événements importants t'ont aidé à te construire? Je crois que tu viens d'y répondre quasiment. Les cadeaux mal emballés. Les cadeaux mal emballés, effectivement. Est-ce que tu veux en tirer une autre? Parce que du coup, c'est vrai que celle-là, limite, t'as répondu, tu vois, t'es à moitié médium aussi, toi. T'as répondu aux questions avant même qu'elles soient posées. Mais malheureusement, je crois qu'effectivement, je suis un peu médium. Pourquoi malheureusement? Parce que tu l'as pas bien vécu? Parce que si, mais parfois c'est... si, mais en fait, je suis vécu... Je connais... Enfin, je sais qu'il y a des choses comme ça qui sont arrivées. Parce qu'un jour, comme mon père disait tellement de mal de moi, que ma pauvre maman était malheureuse. Je disais, mais est-ce que c'est vrai que Michel est comme ça? Et ma tante voyante celle qui... donc sa sœur aînée, en qui il avait une confiance absolue, lui a dit, t'inquiète pas, Michel, tout ce qu'il entreprendra, il réussira. Il faut qu'il l'entreprenne. Alors du coup, ma mère était rassurée. Et donc,
quand j'ai entendu ma tante dire ça, j'y ai pas cru, bien entendu. Mais quelque part, je pense que ça a fait quand même ça m'a donné une ligne de conduite. Ouais, peut-être une confiance de te dire, en fait, c'est possible. Voilà. Malgré tout ce que je t'ai dit, que je n'y croyais pas, ça a été quand même, je pense, peut-être accepté qu'on me guide de temps en temps, déjà, simplement. Alors, question numéro 2 des petites cartes. Quelle est ta plus grande peur et comment elle te limite? Ma plus grande peur, c'est d'être peut-être trop directif. En fait, ça va dans le même esprit. De temps en temps, j'ai peur d'imposer trop de choses. Et c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, et c'est ce que je disais à Mimi aussi, même avec les enfants, j'ai toujours eu peur d'être trop directif. Alors que quand je les entends maintenant, c'est pas du tout ce qu'ils ont eu comme impression. Au contraire, ils ont toujours eu l'impression que je les laissais relativement libres. Ben, peut-être que tu as eu tellement peur d'être trop directif que finalement, tu as laissé une ouverture qu'eux ont sentie. Mais par contre, dans cette ouverture, j'ai quand même donné des avis, de temps en temps. Je disais ce que j'en pensais, mais d'une façon peut-être pas brutale, quoi. Par exemple, l'exemple de Jocelyn, qui, quand après le bac, qui va en faculté, et qui choisit M'. C'est quoi M'? C'est des mathématiques et sciences nat, en fait. D'accord. C'est-à-dire, en mathématiques, c'est beaucoup les matrices, le calcul matriciel, beaucoup. Okay. Parce que en sciences, tu fais des matrices pour... J'en ai un souvenir douloureux des matrices, du peu que j'ai vu au lycée. Alors, alors, il me dit, bon, ça m'a... Mais je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ben parce que, comme tu étais ingénieur, je pensais que ça te plairait. Mais je dis, mais non, c'est pas à moi que tu as à plaire, c'est à toi. Tu choisis ton métier. Bon, c'était le genre de choses, si tu veux, que je disais, en les laissant libres. Donc il a choisi. J'ai quand même fait une remarque, si tu veux. Et j'ai fait des remarques comme ça, mais malgré tout, j'étais toujours un peu... J'en avais tellement eu, des remarques avec mon père, que je ne voulais pas... Je voulais pas reproduire. Je voulais pas reproduire l'image, quoi. Je comprends. Eh ben, on va arriver à la dernière question. Pour moi, c'était important que les épisodes de podcast aient un lien les uns avec les autres. Donc, toujours à la fin de l'épisode, l'invité pose une question pour l'invité suivant. Et donc, tu vas maintenant répondre à la question de l'invité précédente, qui n'était autre que moi-même, puisque j'ai été l'invité de mon propre podcast juste avant toi. Et donc, la question que j'ai posée et qui te revient, c'était est-ce que dans ta vie, dans ton quotidien, tu respectes ton rythme? Et pourquoi tu respectes ou ne respectes pas ton rythme, selon ce que tu vas me répondre? Alors, j'essaie de respecter mon rythme. Enfin, ça dépend, il y a plusieurs rythmes. C'est le rythme de la vie en général. J'essaie de le respecter parce que dans toute ma vie avec ma chérie, en fait, je ne sais pas pourquoi je dis ma chérie, d'ailleurs, et si elle m'entend, elle va dire pourquoi tu m'appelles ma chérie. C'est vrai qu'elle n'aimait pas trop les trucs. Elle n'aimait pas du tout possible. Ça. Mais tu m'appelles en fait, elle était très sociable et sociale. Et elle aimait beaucoup les rapports amicaux. Elle aimait les gens, en fait. Et elle essayait toujours d'avoir de donner justement cette impression. Et elle avait, par exemple, quand Sandrine a divorcé, ça s'est très mal passé. Elle a été hospitalisée à Bégard, donc à l'hôpital des Fous. Et tous les soirs, elle lui envoyait un petit SMS pour lui souhaiter une bonne nuit. Et ce que j'essaie, alors je ne sais pas si ça répond totalement à ta question, disons que maintenant qu'elle n'est plus là, j'essaie de faire
ce qu'elle faisait. Ce qui m'est très difficile parce que je ne le faisais pas du tout avant. Elle s'en occupait elle-même. Et ce que je fais, par exemple, tous les, tous les mois maintenant, parce que ma voisine Jacqueline, son mari est mort en décembre, donc c'est une veuve très récente, et je me rends compte, parce que pour l'avoir vécu, que quelques mois après, c'est très dur. On se rencontre avec donc Sandrine, ses fils Ça, qui c'est est là. les voisins. Voilà. On se reçoit tous les 15 jours, une fois chez elle, une fois chez moi, pour avoir des relations. Oui, vous l'avez toujours fait, ça. Vous avez toujours eu Oui, mais vachement de liens avec vos voisins. Mais c'était oui, mais à pour l'époque, toi, c'était c'est elle Mimi. qui initiait, quoi. C'était elle Ouais, l'initiative. ok. Alors, j'essaie de continuer, parce que je trouve que c'était très bien ce qu'elle faisait, et que je me sens un peu, disons, obligé, entre guillemets, de continuer ce qu'elle faisait que je trouvais extraordinaire. Et du coup, ce serait pas forcément ton rythme ou ta manière de faire, mais par contre, ça te fait du bien, c'est ça? Voilà. Mais c'est... oui, c'est ça. Mais c'est... Disons que j'essaie de développer un rythme avec d'autres amis aussi, si tu veux. On se rencontre, par exemple, tous les lundis pour marcher. J'essaie de faire des choses Tu mets des rituels un peu. et d'avoir des prolongations. Par exemple, en ce moment, avant, je ne le connaissais pas, d'ailleurs, ça fait peut-être 2 ans que je le connais seulement, Michel Lemaire. Bon, bah lui, anesthésiste, c'était pas du tout dans mon domaine, hein, non plus. Et par exemple, jeudi dernier, on a beaucoup parlé, tous les deux. Donc, ça m'a permis de me redonner un rythme parce que, en fait, le rythme, pour moi, le rythme, c'est le partage. Ça peut être que le partage. D'accord. Hein. C'est mon rythme à moi. Alors, le rythme, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'en fait, quand, il faut pas y donner disons le paradoxe d'obligation de régularité. Oui, d'accord, je vois ce que Pour tu veux moi, dire. un rythme, ça peut être un rythme même s'il est irrégulier. Oui, je suis complètement d'accord. Et donc, Un rythme, c'est pas forcément régulier, c'est un rythme. Mais oui, ça peut mais être régulier, ouais. intrinsèquement, un rythme, c'est régulier, normalement. D'accord. Mathématiquement, c'est régulier. Ok. Bon. Disons que ça n'est pas ça. Je ne peux pas le faire, ça. Il faut que c'est intuitif. Il y a un moment. Par contre, le contenu de qui fait partie du rythme, ça, il existe, il est là, c'est tout. Ok. Et par exemple, peut-être aussi de choisir quelque chose qui permet d'établir des liens. Parce que un rythme, c'est bien s'il y a un but. Et le but pour moi, c'est le lien par la connaissance, en fait. Par exemple, avec Michel Lemaire, qui est médecin, il ne connaissait pas les pistas du Mexique. Donc on a parlé des pistas du Mexique. Et moi, sachant qu'il était médecin en plus, je lui ai demandé s'il connaissait... Bon, il avait entendu parler, il savait qu'on ne voyait ça que du ciel, enfin bon. Mais en fait, il ne savait pas qu'on y avait trouvé des galets sculptés. Ok. Et que ces galets sculptés, il y a un musée qui a été fait au Pérou, par exemple, par un médecin du Pérou. Un Péruvien, parce qu'il n'y a pas qu'au Mexique qu'il y a les pistas, il y a aussi au Pérou. Et en fait, il y en a une particulièrement qui est très médicale, si on veut. En fait, c'est quelqu'un qui a eu un bonnet bizarre, qui a un cœur dans la main. Alors, première interprétation de tous les gens qui l'ont vu, oh, c'était des sanguinaires et ils enlevaient le cœur de leurs ennemis, on fait des trucs comme ça. Ils n'avaient pas fait des transplantations, c'est pas ça? C'était pas ça, ils faisaient une transplantation. Ouais, j'avais entendu parler Alors, de ça. pourquoi je dis que c'était une transplantation? Quels sont les problèmes des transplantations? Le rejet? Le rejet. Or, dans la nature, quelle est une implantation humaine qui n'occasionne pas de rejet et qui n'enlève aucune capacité de défense immunitaire? La grossesse? C'est la grossesse. Pendant 9 mois, tout est annulé. Ok.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas le rejet d'un corps Pas de étranger rejet. complètement. Il y a le rejet quand on déclenche, quand la nature, enfin quand la conscience déclenche le truc. Et en fait, quand on regarde bien sur la pierre, il y a 2 lits côte à côte. Il y en a un, manifestement, c'est une femme enceinte, parce elle a un gros ventre. Et partant de son bras, il y a un jet de sang qui va au bras de l'autre, sur l'autre lit. Donc, c'est d'après ce que dit ce truc-là, c'est dans le sang de la femme qu'on trouverait le produit qui permettrait de supprimer les rejets. Bah, hyper intéressant. Alors, comme c'était un médecin, je lui ai dit ça. Alors là, j'ai vu qu'il faisait... mais je suis sûr qu'il va y réfléchir. Tu as semé une petite graine de creuser, encore une fois, d'aller Voilà, d'aller exactement. Ouais, ça résume bien ta philosophie de vie et ta manière de Mais faire. c'est une façon de... C'est un certain rythme, tu vois. C'est pas vraiment un rythme, mais il faut que dans la période qui est associée à un rythme, j'ai quelque chose à proposer. Ok, Autrement, je ne saurais pas le faire. hyper intéressant. Merci beaucoup. Bah, du coup, il va te rester une dernière mission. Tu vas devoir poser une question pour le ou la prochaine invitée. Oh là là, là, c'est difficile. Alors, en plus tordu comme je suis... La question que je poserai à celui qui suivra, c'est que pensez-vous de l'évolution actuelle du monde et comment la voyez-vous? Et comment la souhaitez-vous? Ah, ouais, c'est pas pareil entre ce qu'on voit, ce qu'on peut imaginer qui arrive et qu'est-ce que nous, on aimerait pour le monde de demain. C'est hyper Voilà, intéressant. c'est pour ça que j'ai rajouté ce comment la souhaitez-vous. Hyper intéressant. Eh ben, merci beaucoup, mon papé, d'avoir eu cette grande conversation avec moi, d'avoir accepté de venir malgré finalement les peurs qui sont les tiennes et qui ont toujours été les tiennes et qui au final t'ont jamais empêché de faire les choses. Et je suis très touchée que tu sois venue avec moi dans cet épisode. Ben, je te remercie, Lucille. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore quelque chose pour finir ou est-ce que c'est bon pour toi? Oh, c'est bon pour moi. Je pense que après je vais dévier. Ça sera pas digresser. Bien. Je vais C'est ça. diverger. Je vais partir dans des explications ou dans des questions trop compliquées. Tu vas nous perdre. Oui, parce que toute personne qui se croit très limitée, parfois je n'arrive pas à suivre le flot de tes pensées parce qu'en fait c'est très 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 riche. Bah écoute, merci beaucoup mon papé. Merci à vous de votre écoute et de votre fidélité. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.